وين الدولة اللبنانية ترد وين؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Saad Hariri accuse le Hezbollah de mettre le Liban et sa formule de coexistence en danger. Le commandant de l'armée appelle quant à lui les Libanais à contrer toute tentative de discorde. L'ambassadeur de France au Liban met en garde contre une contagion du conflit syrien. Patrice Paoli se dit préoccupé par la situation sécuritaire dans le pays du Cèdre. Barack Obama décide d'apporter un soutien militaire aux rebelles syriens. Les États-Unis sont désormais certains que les forces de Bachar el-Assad ont utilisé des armes chimiques en Syrie. Et à suivre également dans cette édition, 50 millions d'Iraniens appelés aux urnes pour élire le successeur de Mahmoud Ahmadinejad. Les réformateurs mobilisés autour d'un seul candidat aspirent à remporter le scrutin face à des conservateurs divisés. Violent réquisitoire de Saad Hariri, l'ancien Premier ministre accuse le Hezbollah de dynamiter la formule de coexistence et de menacer les valeurs de la diversité culturelle et religieuse du Liban. Il dit craindre que le pays ne soit en proie à des luttes confessionnelles, estimant que le véritable danger réside dans le tissu politique local. Le chef du Courant du Futur accuse également le Parti de Dieu de s'être octroyé des droits de l'État, de prendre des décisions cruciales sans tenir compte de la population libanaise. De son côté, le commandant-chef de l'armée a appelé les Libanais à déployer des efforts pour contrer toute tentative de discorde haineuse. Selon lui, les Libanais doivent faire des efforts et des sacrifices alors que le Liban traverse une phase délicate de son histoire. Lors d'une rencontre avec des officiers de haut rang, le général Jean Ahouaji a souligné que l'unité de l'armée est la seule garantie pour éviter au Liban d'être entraîné dans des conflits régionaux et internationaux. Il a par ailleurs exhorté les unités militaires à empêcher toute atteinte aux citoyens et à leur propriété. Et puis dans une interview à France 24, l'ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli, met en garde contre une contagion du conflit syrien. Il s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire dans le pays et l'instabilité dans certaines régions, notamment à Tripoli, dans le nord. Extrait. Le Liban subit le contre-coup de la crise syrienne, c'est une évidence. Ce qui est évident aussi, c'est que, quelles que soient les circonstances, les deux pays ont des histoires entremêlées. Aujourd'hui, une conséquence sécuritaire très forte, puisqu'il y a un regain de tension communautaire et politique dans le pays. Et on sait que ce pays est très polarisé, déjà en temps normal, et qu'il y a au Liban des partis qui soutiennent le régime syrien et d'autres qui lui sont opposés. D'autres qui souhaitent simplement que le Liban vive de manière neutre, à l'écart de la crise. Donc oui, il y a un effet direct par cette polarisation, et on le voit dans la situation qui prévaut à Tripoli, qui est préoccupante, dans laquelle il y a eu quand même plus de 30 morts, dont plusieurs militaires qui sont engagés dans le maintien de l'ordre, de la stabilité du pays. Il y a des incidents dans l'est du pays également. Donc on est dans une situation où on voit très directement un effet, sans parler aussi à Saïda, d'un certain nombre de montées de tension, et jusqu'à Beyrouth. Vous êtes inquiet? Préoccupé, oui, mais ça, je crois qu'on peut le dire. On peut dire qu'il faut simplement, et le message que les Libanais eux-mêmes portent aujourd'hui, c'est un message d'inquiétude. Nous l'avons aussi, et c'est pour ça que nous avons autant soutenu la politique libanaise de distanciation. Nous avons, avec l'ensemble des partis politiques libanais représentés au Parlement libanais, à travers les élections, un dialogue, et que nous pensons que nous devons maintenir des canaux avec l'ensemble des partis libanais pour faire passer nos messages, bien entendu, qui est un parti qui est représenté au Parlement, et donc nous maintenons des canaux, bien entendu. Ce que je tiens à dire quand même, c'est que ce dialogue nous sert à passer des messages forts, donc le message de mécontentement, le message de condamnation de l'implication du Hezbollah dans les combats de Qousseir, et peut-être au-delà, puisqu'on peut craindre aussi que cette implication se prolonge. Donc nous disons très clairement les choses, et c'est un dialogue qui n'est pas un dialogue pour échanger les propos comme ça, c'est pour faire passer des messages
clair, qu'on ne peut pas dire que la France est prise dans un conflit, la France est face à un conflit. C'est la région qui est prise dans ce conflit. Nous sommes face à ce conflit, c'est une réalité qui s'impose à tous dans la région. Effectivement, on l'a vu monter depuis des années, on a mis en garde. Nous, c'est un conflit qui nous paraît extrêmement néfaste, que nous avons refusé, pour autant qu'on puisse le refuser, et notre discours a toujours été un discours d'apaisement, donc nous ne prenons pas parti, nous ne sommes pas dans un affrontement, nous, entre chiites et sunnites, nous le réfutons, nous pensons qu'au contraire, il faut faire prévaloir le principe de citoyenneté et que l'avenir de la région est à ce prix, la stabilité de la région, le sort des minorités, le sort de tous les groupes. Et quand on rapporte cette situation au Liban, dans lequel le pays sans majorité, précisément, nous ne sommes pas dans un parti pris. Au contraire, nous souhaitons que les Libanais s'entendent et qu'ils arrivent à éviter la contagion de cet affrontement, qui est une réalité, au Liban. Donc que les chrétiens, les chiites, les sunnites, les druzes, les autres communautés que s'entendent et fassent prévaloir l'intérêt national, précisément sur ce piège que constitue l'engrenage du conflit confessionnel. Michel Sleiman a signé ce vendredi le projet de loi de la grille des salaires et l'a transféré au Parlement, où il va maintenant être soumis au débat en vue de le faire examiner par les députés. Les présidents du comité de coordination syndicale et du syndicat des enseignants des écoles privées ont confirmé que la nouvelle grille des salaires a bien été transmise au Parlement. Approuvé par le gouvernement en mars dernier, après des semaines de manifestations, le projet de loi avait pris du retard, notamment en raison de nombreuses irrégularités dans le texte. Des inconnus ont lancé une grenade près d'une caserne des forces de sécurité intérieure dans le quartier Abi Samra à Tripoli, au Liban Nord. Des ambulances ont été dépêchées sur les lieux. La voiture du lieutenant Mohamed Youssef a été complètement détruite dans l'attaque. Son sort reste inconnu. Cette attaque intervient après la mort d'un repris de justice dans une course-poursuite avec la police Azrelta, plus au nord. Abdelhamid Ahmed Hassoun, recherché par les services de sécurité, roulait à bord de sa Mercedes blanche lorsqu'il a été pris en chasse par la police. Il a été mortellement blessé dans l'accrochage qu'il a opposé aux forces de sécurité. Et puis, toujours sur le plan sécuritaire, les renseignements militaires libanais ont réussi à faire avorter une tentative d'enlèvement visant un citoyen libanais, Khanj Ghanam Ghanam, à Abhalbak, dans l'est du pays. 2 des ravisseurs ont été arrêtés, il s'agit de Syriens. Plus tôt dans la matinée, une autre tentative de kidnapping visant un ressortissant koweïtien, Ab Hamdoun, cette fois, a eu lieu dans la montagne libanaise à l'est de Beyrouth. C'est désormais officiel, les États-Unis vont soutenir militairement les rebelles syriens. La Maison-Blanche estime qu'une ligne rouge a été franchie avec l'utilisation d'armes chimiques, dont le gaz sarin. Le conseiller adjoint en sécurité nationale de Barack Obama a indiqué que selon le renseignement américain, entre 100 et 150 personnes sont mortes dans des attaques chimiques. Une utilisation qui viole les règles internationales et franchit des lignes rouges qui existent depuis des décennies au sein de la communauté internationale. Cette annonce intervient 9 jours après que la France a déclaré être certaine de l'utilisation d'armes chimiques. On ne connaît pas encore les détails de cette aide, mais la Maison-Blanche a souligné qu'aucune décision n'a été prise sur une zone d'exclusion militaire. L'OTAN a salué la décision de Washington, mais n'a pas évoqué de possibles réponses spécifiques de l'Alliance Atlantique. Son secrétaire général a répété que l'usage d'armes chimiques par Damas est totalement inacceptable et constitue une violation du droit international. Anders Fogh Rasmussen a demandé aux autorités syriennes de laisser l'ONU enquêter sur le terrain sur l'usage d'armes chimiques. Il a par ailleurs indiqué que les missiles patriotes déployés à la frontière syro-turque assureront une protection efficace de la Turquie contre toute attaque de missiles syriens, qu'ils soient chimiques ou non. Et malgré l'annonce américaine, Londres n'a pas encore pris de décision sur la question de la livraison d'armes aux rebelles syriens. De même, des diplomates occidentaux ont confirmé que les États-Unis réfléchissent à une zone d'exclusion aérienne au-dessus du sud syrien, près de la frontière jordanienne. Pour Moscou, les preuves de Washington ne sont pas convaincantes et toute décision d'armer les rebelles syriens ne ferait que compliquer les efforts de paix. Damas, pour sa part, a qualifié de mensonges les accusations des États-Unis sur un recours à des armes chimiques. Le régime Assad accuse Washington de tenter de faire assumer au gouvernement syrien la responsabilité d'un tel usage. Après la pause, direction Paris pour la 25e édition du Dîner en Blanc. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Jour de vote en Iran, plus de 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Un second tour aura lieu le 21 juin si aucun candidat n'obtient la majorité absolue. 6 candidats sont en lice pour succéder à Mahmoud Ahmadinejad. Parmi eux, 3 conservateurs ont des chances de l'emporter.
Le plus en vue est Saïd Jalili, négociateur en chef sur la question nucléaire et partisan d'une ligne dure sur le sujet. Autre favori, Mohamed Bagher Ghalibaf, le maire de Téhéran, jusqu'à peu en tête dans les sondages. Enfin, l'ex-chef de la diplomatie, Ali Akbar Velayati, prône lui le compromis en matière de politique étrangère. Face aux conservateurs, tous les espoirs des réformateurs et des modérés reposent sur Hassan Rouhani, un religieux modéré soutenu par les anciens présidents Rafsanjani et Khatami. Le guide suprême Ali Khamenei a appelé les Iraniens à participer massivement à l'élection présidentielle. Plus haute personnalité politique et religieuse du pays, il s'est exprimé en direct à la télévision d'État après avoir glissé son bulletin dans l'urne ce matin. En Turquie, le mouvement Solidarité Taksim a annoncé cette nuit que Recep Tayyip Erdogan s'est engagé à ne pas poursuivre le projet d'aménagement urbain prévu dans le parc Gezi d'Istanbul avant qu'un tribunal rende une décision à ce sujet. Le Premier ministre turc a rencontré hier soir une délégation composée d'acteurs, d'artistes et de 2 membres de Solidarité Taksim, une association opposée au projet immobilier. Il avait jusqu'à présent affiché sa fermeté à l'égard de la contestation qui le vise depuis 2 semaines. Erdogan a également promis de se soumettre à la décision que doit rendre le tribunal au sujet de ce recours contre le plan d'aménagement du parc Gezi, principal espace vert du centre d'Istanbul. Nouvel incident anti-palestinien à Jérusalem-Est. 2 voitures ont été incendiées par des extrémistes juifs présumés cette nuit. Ils ont également inscrit des graffitis vengeurs sur un mur. Une enquête officielle a été ouverte par la police. Après des décisions gouvernementales qu'ils jugent hostiles à leur intérêt, des colons extrémistes et des activistes d'extrême droite mènent souvent des représailles sur des villageois palestiniens et des lieux de culte musulmans et chrétiens. Malgré les condamnations systématiques de tels actes par les autorités israéliennes, leurs auteurs sont rarement traduits en justice. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, le naufrage d'un ferry au large des Philippines a fait 2 morts et 13 disparus. 42 passagers ont pu être secourus par des pêcheurs et les gardes-côtes. L'accident s'est produit tôt ce matin pour des raisons encore inconnues. Les accidents de ferry, mode de transport indispensable dans cet archipel qui compte plus de 7000 îles, sont fréquents et souvent dus au manque d'entretien des bateaux et au non-respect des consignes de sécurité. Aux États-Unis, une fusillade a coûté la vie à 4 personnes, dont l'assaillant présumé qui s'est apparemment suicidé. Un homme a ouvert le feu aux abords d'une entreprise. Selon la police de Saint-Louis, dans le Missouri, le suspect serait l'un des patrons de l'entreprise. Les victimes sont 2 hommes et 2 femmes. Un énième incident qui relance le débat sur l'achat et le port d'armes dans le pays. Et puis le nouvel A350 d'Airbus a décollé ce matin de l'aéroport de Toulouse pour son premier vol d'essai. Étape cruciale d'un programme qui vise à rattraper l'américain Boeing sur le marché lucratif des avions long courrier. Le biréacteur est construit à plus de 50% en matériaux composites plus légers que le métal. Objectif, une mise en service avant fin 2014 pour cette gamme d'appareils de 270 à 350 sièges qui assure des vols jusqu'à 15 000 km sans escale. Ils étaient plus de 10 000 hier soir à l'occasion de la 25e édition du Dîner en Blanc. 5 000 au pied de la pyramide du Louvre et 6 000 près des fontaines du Trocadéro face à la Tour Eiffel pour cet événement mondain et spectaculaire organisé chaque année sans autorisation. Pour un effet de surprise maximum, les dîneurs ont appris au dernier moment leur destination finale. Une seule règle, être vêtus de blanc, rien que de blanc. Arrivés en bus, ils ont vite déplié les tables, ajusté les nappes pour un pique-nique chic et clandestin. Le menu est très haut de gamme, des huîtres, du foie gras. Seuls les vins fins et les champagnes sont autorisés. Le lieu est laissé intact à la fin du dîner, toujours avant minuit, comme si rien ne s'était passé, ce qui assure aux organisateurs la bienveillance des autorités. Réaction. L'intérêt, c'est de venir de manière sauvage, tout en étant tout à fait élégant, tout à fait charmant, avec beaucoup de discrétion. Nous arrivons tous ensemble. Voilà, par petits groupes, puisque différents groupes sont disséminés tout autour du lieu que nous connaissons à la dernière seconde. Et nous nous retrouvons tous ici, entre amis, uniquement. Voilà. Tout est important, les gens, l'endroit. On est dans Paris, c'est la plus belle ville du monde. Et c'est l'occasion aussi de retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Voilà. Et de se réunir tous ensemble et de faire la fête. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Saad Hariri accuse le Hezbollah de mettre le Liban et sa formule de coexistence en danger. Le commandant de l'armée appelle quant à lui les Libanais à contrer toute tentative de discorde. L'ambassadeur de France au Liban met en garde contre une contagion du conflit syrien.
Patrice Paoli se dit préoccupé par la situation sécuritaire dans le pays du Cèdre. Barack Obama décide d'apporter un soutien militaire aux rebelles syriens. Les États-Unis sont désormais certains que les forces de Bachar el-Assad ont utilisé des armes chimiques en Syrie. Et puis 50 millions d'Iraniens appelés aux urnes pour élire le successeur de Mahmoud Ahmadinejad. Les réformateurs mobilisés autour d'un seul candidat aspirent à remporter le scrutin face à des conservateurs divisés. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Future TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end. وين هي الدولة اللبنانية ترد؟ وين هي؟